Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot, votre rendez-vous du mardi exceptionnellement cette semaine. Et avec moi, l'invité qui est arrivé, Gauthier de Marien. Bonsoir Gauthier, bienvenue à vous. Bonsoir, Donc, bonsoir, donc, bonsoir. je vais pas vous présenter, je vais vous laisser vous présenter vous-même. Qui êtes-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas Alors moi je suis journaliste indépendant, donc je travaille, j'ai longtemps travaillé à Canal Plus France depuis environ 2004. Donc moi je suis spécialisé dans le football, hein. Donc j'ai commencé à travailler sur des émissions comme l'équipe du dimanche, Jour de foot, etc. Et ensuite je me suis dirigé vers le commentaire de match. Et donc j'ai commencé avec Canal+, notamment sur la Ligue des Champions, enfin tous les matchs qu'ils avaient, tous les droits que Canal avait à l'époque. Ensuite j'ai un peu moins travaillé pour eux, et moi je travaille maintenant, aujourd'hui, je travaille essentiellement pour Canal+ Afrique, c'est-à-dire que Canal+ Afrique, c'est Canal+ en Afrique, et qui diffuse quasiment toutes les compétitions qu'on peut en voir en Europe. Donc c'est la Ligue des Champions, Ligue Europa, Championnat d'Espagne, Championnat de Turquie maintenant. Donc voilà, je me suis quand même spécialisé dans le foot, et donc beaucoup pour Canal+ Afrique. Et Et vous êtes aussi voilà, ouais. et également une autre de mon travail, c'est des bouquins. Ces temps-ci, depuis un an, je me mets à écrire des bouquins. Donc j'en ai écrit un l'année dernière sur les clubs de légende avec Hachette, et puis cette année j'ai fait un petit bouquin sur les tifos aux éditions Tana. Oui. Bah justement, d'ailleurs, au passage, bonsoir Gauthier. Vous parlez de l'équipe du dimanche. C'est bien dommage que cette émission n'existe plus, parce que c'était vraiment une bonne émission de foot où il n'y avait pas de blabla et des images. Maintenant, ça sera plus difficile à faire, c'est sûr, parce qu'avec tous les droits qui sont éparpillés à droite à gauche, ça pourrait faire part d'un débat une autre fois d'ailleurs, ça. Justement, votre parcours, il est varié. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce livre sur les tifos, justement? Eh bien, les tifos, en fait, au départ, c'est pas une idée de moi. Donc, c'est une idée de Jean-Louis Dupont. Et en fait, c'est une histoire qui est assez rigolote. C'est-à-dire, un jour, je reçois un mail de Jean-Louis Dupont, et qui me dit, voilà, j'ai beaucoup apprécié votre premier bouquin sur les 100 clubs de légende, et j'aimerais vous rencontrer pour proposer un projet. Donc, Jean-Louis Dupont, moi, ça me parlait. Je me disais, mais je connais cette personne. Et en fait, Jean-Louis Dupont, c'est l'avocat, un avocat belge, et qui a mis en place l'arrêt Bosman. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui est assez connu. Et donc, il est venu me voir à Paris, et on a discuté. Il m'a dit, voilà, moi, j'aimerais faire quelque chose sur les tifos. Donc, au début, moi, j'ai dit, j'étais pas spécialisé là-dedans. Enfin, j'étais comme tout le monde. Et je lui ai dit, pourquoi pas faire ce projet. Et donc, je connaissais une amie qui travaillait aux éditions Tana, enfin une connaissance qui n'était pas une amie à l'époque, et qui avait fait beaucoup de bouquins sur le street art, enfin sur l'art, etc. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, ça peut être une vision intéressante, qui serait un bon alliage entre l'art et le football. Et donc, du coup, ça s'est fait assez rapidement. Elle m'a dit qu'elle avait un petit format de livre qui pouvait être susceptible de rentrer donc là-dedans. Et ça s'est fait assez rapidement. C'est comme ça que ce projet, ça a été mis en place et a été fait. Alors Gauthier, excusez-moi, c'est Eric, bonne année déjà, meilleurs vœux. Oui, merci, vous aussi. Alors moi j'ai une question à vous poser, parce que en fait je viens de voir votre livre sur les 100 clubs de légende, et en fait j'ai une question. C'était pourquoi le Haïfa Conakry vous a tant marqué, et d'où vient votre amour pour l'Afrique? Eh bien, alors moi, l'Afrique, le fait de travailler à Canal Plus Afrique, du coup, ça fait que j'ai toujours beaucoup apprécié, notamment l'histoire des clubs africains, mais aussi l'histoire des joueurs africains, parce que j'ai travaillé aussi, enfin, là, ça fait quelque temps que j'ai pas fait d'article pour eux, mais à une époque, j'ai travaillé beaucoup pour SoFoot, le magazine, et c'est vrai que les histoires notamment des joueurs africains, j'avais fait Lamine Diarra à Belgrade, j'avais fait Ismaël Bangoura à Kiev, etc. Je trouvais que les histoires des footballeurs et des clubs étaient intéressantes. Là, pour le Hafia Conakry, parce que tout simplement c'est une histoire qui est juste incroyable, et ça fait justement le lien entre une de mes autres passions, c'est l'histoire, puisque moi j'ai une formation d'historien à la base, et donc le football. Et donc l'Hafia Conakry, c'est vraiment un club
qui allie les deux, c'est-à-dire que c'est bon, histoire sportive qui est incroyable au niveau africain, mais aussi l'histoire avec évidemment Sékou Touré, le président, qui s'était énormément impliqué dans les années en 1960 dans ce club et qui a fait justement de AFA Conakry un petit peu le visage du gouvernement et de l'État qu'il voulait mettre en place. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était intéressant. Et puis bon, voilà, c'est ce club qui s'est développé justement dans les années 60, qui a gagné énormément, qui était soutenu donc par Sékou Touré, qui à cette époque mettait en place un petit peu sa révolution, et qui avait fait donc du club un moyen de s'offrir une visibilité et en Afrique et au niveau mondial en fait. On entend, vous avez parlé tout à l'heure de l'arrêt Bosman, en tout cas on entend de plus en plus parler de ces derniers jours de la fin du fair play financier. Est-ce que vous pensez que c'est de l'acte 2 en fait de l'arrêt Bosman, selon vous? Eh ben là, justement, Jean-Louis Dupont, il va avoir peut-être le Bosman x10, donc c'est je crois le 18 janvier qu'il y aura une réponse définitive, parce qu'il y a un litige avec le club de Serein en Belgique. Donc, a priori, c'est bien parti pour qu'il y ait une nouvelle révolution à ce niveau. Enfin, moi, j'ai Jean-Louis Dupont qui m'a dit que si jamais ça fonctionnait, et je pense qu'il a les arguments pour faire exploser un petit peu tout ça, il faut s'attendre à quelque chose d'assez énorme, mais ça sera le 18 janvier où le verdict est rendu, donc il faut attendre un petit peu, mais d'après ce que je sais, c'est assez, il peut avoir quelque chose d'important qui se réalise dans les jours qui arrivent, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du fair play financier en général? Pour vous, est-ce que c'est bénéfique pour le football aujourd'hui ou pas? Le bénéfique, s'il était respecté, parce que le fair play financier, on a un petit peu de mal à voir ses contours en fait, parce que là on est en train de le voir avec les transferts qui arrivent. Bon, on a vu Coutinho, on a vu le PSG, on a vu c'est un fair play financier qui est, on va dire, adapté. Enfin, je sais pas si on peut parler de fair play financier à l'heure actuelle. Enfin, ou alors il n'est pas respecté, ou alors il arrive à être contourné. Parce que pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un véritable fair play financier, dans la mesure où évidemment les clubs les plus riches font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, je sais pas trop. À la base, évidemment, le fair play financier c'est intéressant, mais si on dit les clubs peuvent dépenser que l'argent qu'ils gagnent, il y a un problème puisque c'est pas le cas à l'heure actuelle. Moi, Gauthier, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Vous parlez de l'AIFA Conakry. Je voulais savoir quel était votre sentiment sur le Sili national actuel avec les jeunes comme Naby Keita, Las Bangoura, toute cette jeunesse, ici Gassila, par rapport à la jeunesse que vous avez connue avec les Feinduno, les Ismaïla Bangoura. Vous pensez que la Guinée peut à terme se qualifier pour une Coupe du Monde, ou malheureusement ils ont beaucoup trop de retard sur les pays francophones tels que le Sénégal ou les pays du Maghreb? Après, j'ai pas suivi tous les résultats, donc je veux pas m'avancer, je connais pas tout. Après la Guinée, d'après ce que là vous me posez une question piège parce que j'ai pas suivi l'actualité de cette sélection ces derniers temps, mais et pourquoi pas après en Afrique c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a vous avez des générations qui fonctionnent, mais après il y a tout ce qu'il y a autour, etc. Donc après en termes d'organisation, il faut que ces clubs s'organisent et trouvent les bons contours. Mais bon, je veux pas trop avancer parce que je connais pas assez bien ces derniers résultats. J'ai pas assez suivi. Je suis désolé. Excusez-moi de vous couper. Je voulais aussi un sentiment aussi des équipes. Votre sentiment sur les équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde? Moi je pense que elles auront certaines un rôle à jouer important. Moi je pense notamment au Nigeria, c'est une équipe que j'adore. Vous avez également la Tunisie. Voilà, c'est des équipes qui peuvent. Après, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de s'avancer à ce moment de la saison, de dire. Mais je pense que les équipes qui sont qualifiées cette année, moi je pense qu'elles peuvent certaines atteindre les quarts de finale. Et vous, en tant que journaliste, vous avez fait donc plusieurs années chez Canal+. Est-ce que vous pensez que la chaîne a encore, on va dire, un avenir dans la diffusion de football? Parce qu'on voit que la chaîne a perdu beaucoup des droits de
quasiment de la Ligue des Champions, du championnat anglais, etc. Est-ce qu'elle a encore un avenir dans le football, Canal+? Je pense que elle a un avenir. Oui, elle a un avenir dans le football puisque ça fait partie de ses, on va dire, de ses priorités. Mais évidemment, désormais, on a vu que voilà, la concurrence devenait énorme. D'autant plus que maintenant, bon, il y a eu l'arrivée de Bein, évidemment, qui a complètement bouleversé Canal+. Mais désormais, il y a aussi l'arrivée de SFR. Évidemment, c'est une bataille énorme en termes de droits. Et évidemment, on voit que tous les droits sont un petit peu dispatchés. Vous parlez tout à l'heure de l'équipe du dimanche, qui était une émission qui était géniale, effectivement, mais puisque finalement, tous les droits étaient concentrés sur Canal+, qui avait à l'époque les droits du championnat anglais, le championnat de France, le championnat d'Espagne, le championnat d'Allemagne, donc qui étaient concentrés sur une seule chaîne, ce qui est évidemment, qui n'est plus le cas maintenant, puisque vous avez le championnat anglais qui est sur SFR, vous avez la Ligue des Champions qui est désormais sur beIN, mais qui va passer sur SFR, vous avez le championnat d'Allemagne qui est sur beIN, le championnat espagnol sur beIN, évidemment, maintenant tout est un petit peu dispatché, mais après voilà, ça a aussi permis à Canal+ de se réinventer, de faire d'axer plus sur des reportages, donc il y aura toujours... on ne sait jamais, évidemment, s'ils perdent un jour le championnat de France, si vous avez plus de droits de football, évidemment, ça sera terminé pour Canal pendant un certain temps pour le football. Mais à l'heure actuelle, voilà, à l'heure actuelle, je pense que ça fait encore partie de leurs priorités. Ils ont encore le championnat de France qui est quand même évidemment leur produit premium. Après, on ne sait jamais. Mais c'est évidemment tous ces droits, c'est toujours disons qu'ils n'ont pas de visibilité puisque peut-être qu'une chaîne va arriver en mettant 500 millions et rafler les droits et du coup bon Canal n'aura plus ça, mais pour l'instant c'est vrai que le football reste pour Canal un produit important. Qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé il y a quelques jours avec Eurosport? Le fait de payer un abonnement pour regarder un match sur Internet. Ben là c'est un peu voilà la logique dans laquelle on rentre, c'est-à-dire que maintenant pour regarder le football il va falloir systématiquement payer. Là, j'ai un petit peu regardé. C'était en plus, ils faisaient payer les abonnés. Donc, ouais, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable. C'est-à-dire que vous faites payer les abonnés qui payent déjà un abonnement, vous le faites payer pour regarder un match de foot sur Internet. Donc, je pense que pour moi, c'est inadmissible. Mais après. Je pense que ça jouait en leur défaveur puisque beaucoup de leurs abonnés étaient mécontents de voir encore passer à la caisse pour regarder du foot. Mais finalement, c'est assez logique. Pourquoi? Parce que la question, c'est de savoir pourquoi les chaînes sont prêtes à payer des sommes considérables pour le football, parce que le football, c'est un produit désormais, et le sport en général, puisque ça touche le football, évidemment, c'est le sport qui est le plus regardé, mais c'est pareil pour le rugby, c'est pareil pour le tennis, c'est pareil pour le handball. C'est-à-dire que maintenant vous voulez voir un film, chez vous. Vous regardez le film, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Vous pouvez le regarder ce soir, demain après-midi, etc. Le sport, ça reste un produit entre guillemets que l'on peut uniquement, enfin qui a un intérêt qu'on peut regarder uniquement en direct. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas regarder un match de Coupe de France 3 jours après. Ce qui est intéressant, c'est de voir le direct. Donc, c'est pour ça que toutes les chaînes se disent, on regarde, quand ils vendent un produit, ils disent c'est en exclusivité. C'est-à-dire que ça, uniquement, on peut le voir chez vous et en direct. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et c'est pour ça que c'est pour ça que les chaînes vont se battre encore longtemps pour avoir justement cette capacité à diffuser des choses en direct. Et c'est ça qui est important. Et le football, c'est le produit idéal. Et c'est pour ça que les investisseurs sont prêts à mettre énormément d'argent pour avoir ce produit qui ne peut être vu finalement qu'en direct, alors que les autres produits, eh bien, que ce soit des séries, que ce soit des émissions, eh bien, on peut les revoir en replay, on peut les revoir un petit peu quand on veut. Alors que le sport, et le foot en particulier, eh bien, ce sont des produits de direct. Et savoir, vous qui connaissez l'Afrique un peu francophone, la francophonie de l'Afrique, je voulais savoir votre sentiment sur les problématiques qu'il y a à propos déjà des binationaux et ensuite sur les agents véreux qui gangrènent le foot africain en promettant monts et merveilles à des jeunes. Je ne sais pas si vous avez suivi ce reportage de Stade 2 qui montrait des jeunes, notamment du Sénégal ou de Côte d'Ivoire, de jeunes Africains à qui on leur promet monts et merveilles qui se retrouvent après au chômage en Arménie ou je ne sais combien de pays de l'Est.
Je voulais savoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour éradiquer ce phénomène? Bon, alors moi, je l'ai pas vu ce reportage, mais l'expérience que j'ai, c'est justement quand j'étais parti en reportage à Belgrade voir un joueur sénégalais justement qui s'appelait Lamine Diarra, qui était à l'époque qui a été meilleur buteur du championnat de Serbie et qui jouait aux Partisans de Belgrade. Donc en discutant avec lui, il avait un parcours assez incroyable, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à Dakar, il a été remarqué par un recruteur qu'il a envoyé pour son premier voyage, on va dire, hors Sénégal, qu'il a envoyé à Mostar, en Bosnie. Alors vous vous rendez compte un peu du choc un peu pour ce joueur. Donc il s'est retrouvé à Mostar à jouer. Donc enfin bon, voilà, c'est des parcours incroyables, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à dormir dans le stade, etc. Enfin bon, bref. Un agent qui l'avait confisqué ensuite son passeport. Enfin là, je vous raconte une expérience que lui m'a expliqué. Et effectivement, il s'en est sorti avec un petit peu de chance, puisqu'ensuite un des dirigeants était en relation avec quelqu'un au Portugal, donc il est parti au Portugal, il a joué là-bas. Enfin bon, bref, et finalement il s'est retrouvé à Belgrade où il a explosé, par chance pour lui. Mais justement, il me disait que son agent, alors je sais plus de quelle nationalité il était, son agent, n'avait pas été correct avec lui, c'est-à-dire qu'il lui avait pris son passeport, il lui avait promis de l'argent qu'il n'avait pas donné, il lui avait promis des transferts dans des pays, on va dire, un peu plus attractifs comme la France, etc. Ça n'était jamais arrivé. Et c'est vrai que malheureusement, moi je pense que ça va pas cesser tout de suite. Ça va pas cesser tout de suite parce que vous avez des agents, parce que le monde des agents aussi, c'est un monde qui est extrêmement nébuleux, avec des agents qui sont pas vraiment des agents, qui sont des intermédiaires. C'est extrêmement compliqué. Et évidemment, quand vous allez vous retrouver en Afrique avec des jeunes joueurs et vous allez leur dire, ben moi, si vous voulez, je vous amène en France ou je sais pas où, au Portugal, où vous avez passé des essais avec des clubs, etc. Et puis bon, ils vont passer un essai, 2 essais, et puis ça fonctionne pas. Eh bien l'agent, il s'envole, il va chercher d'autres joueurs en Afrique et puis il va les laisser tomber. Donc après, il faut qu'il y ait une réglementation avec les agents, mais c'est extrêmement compliqué puisque au final, mis à part ces joueurs, malheureusement, tout le monde va s'y retrouver parce que si un jour un joueur est transféré avec les commissions, etc. Mais là, c'est vrai que c'est vrai, vous avez des agents qui sont véreux et je pense que ça va continuer. Pour l'instant, on est parti pour que ça continue, quoi, et qu'il y ait des situations comme on a connu. Alors là, pour Lamine Diarra, il s'en était bien sorti, mais c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui restent un petit peu sur le bord de la route, un peu. Donc ça, c'est un vrai problème, effectivement. Et vous ne pensez pas que la solution, ça serait de faire un club affilié comme fait Metz avec Génération Foot au Sénégal ou dans... Ah ben oui, non mais ça, effectivement, après ça ce sont de bonnes solutions. Puisque bon, il y a beaucoup de clubs qui travaillent avec justement des académies en Afrique, etc. Ça, évidemment, c'est la solution, puisque ce sont des joueurs qui sont formés sur place, qui jouent avec les équipes dans leur division en Afrique, et puis après, s'ils ont le niveau, eh bien, viennent jouer soit en Ligue 1, qui va ensuite les prêter. Enfin voilà, après, il y a un processus qui me semble beaucoup plus logique et beaucoup plus cohérent. Mais il y a aussi beaucoup de clubs qui ne fonctionnent pas ainsi, qui vont essayer de justement contourner avec justement un intermédiaire qui va dire attendez, ce joueur il n'est pas encore dans une académie, il est avec moi, je vais vous le placer, finalement il arrive dans un club. Voilà, après je connais pas bien après comment font, parce que souvent c'est des joueurs qui passent des essais au départ et qui vont ensuite intégrer soit les équipes de jeunes des clubs, soit les réserves, etc. Donc après c'est peut-être des conventions à signer, mais effectivement après et puis en plus c'est devenu là encore en Afrique c'est extrêmement concurrentiel, c'est-à-dire qu'avant vous n'avez pas de recruteurs sur place, maintenant vous avez des recruteurs de tous les clubs qui se baladent en Afrique pour repérer des joueurs, donc évidemment là aussi il y a une concurrence, qui va être le premier. Alors c'est un joueur on détecte un petit peu de potentiel, donc on va tout de suite essayer de le shipper à l'autre, et puis au final on se rend compte que finalement il n'était pas si bon que ça, et puis on va un peu voilà, donc c'est parce que vous savez, quand on est dans un milieu qui est aussi concurrentiel, ça fait il y a des dégâts collatéraux, quoi. Et en l'occurrence là, ce sont des joueurs. Et vous avez la concurrence des pays scandinaves aussi, tels que les clubs norvégiens, les clubs danois
Ben voilà, oui, vous avez en Norvège, vous avez beaucoup de joueurs africains qui vont jouer en Norvège. Vous avez, oui, partout maintenant. Maintenant, vous avez des clubs qui jouent à Tiraspol. Vous avez des clubs qui jouent en Slovénie, des Africains qui jouent en Slovénie. Voilà, c'est ouvert, c'est presque incalculable de toutes les possibilités qu'il y a. Donc, il y a des joueurs qui vont réussir à percer, et d'autres, ben, malheureusement, non, et qui vont du coup se retrouver un petit peu laissés pour compte, quoi. On passe sur le livre, on va un peu parler du livre, Xavier. Pour le livre, là, sur le livre des Tifos, justement, Ouais. qu'on en avait parlé tous les deux, Oui. vous disiez justement que vous alliez peut-être, si ça marche, faire un autre épisode parce que celui-là n'était pas très fourni. Est-ce que je voulais savoir déjà comment ça avait marché le livre, la vente, ça se passe bien ou vous êtes un peu déçu? Pour l'instant, ben là, ça fait quoi? Ça fait environ un mois. On en est presque à 2000 ventes, donc ce qui est plutôt correct d'après mon éditeur. Donc, c'est un petit bouquin. Hein, vous avez vu, c'est un petit bouquin. Il y a beaucoup d'images. Voilà, il y a pas. On a travaillé avec une ou deux agences. Après, c'est vrai que moi, l'idée, ça serait un peu peut-être d'étoffer, si on faisait notre projet, d'étoffer un petit peu la chose. L'idée, c'était de mettre en avant quelque chose qui était un petit peu pas méconnu, mais dont on parlait pas beaucoup. Donc là, c'était en gros une sorte d'un premier jet pour voir un petit peu si ça fonctionnait. A priori, ça fonctionne parce que j'ai eu de bons retours, etc., de supporters qui étaient plutôt contents. Alors là, effectivement, c'était un bouquin qui a été fait avec un petit budget. Donc c'est vrai que j'ai pas eu toutes les photos que je voulais, etc. Donc le prochain, ça serait peut-être retravaillé. Effectivement, Et justement, vous avez fait comment pour les photos, pour tout réunir? Les photos, c'est simple, hein, c'est-à-dire, moi j'ai contacté des membres de supporters de certains clubs en France, notamment à Strasbourg, etc. Je leur ai demandé, voilà, je leur ai décrit le projet que je voulais mettre en place. Je leur ai dit, voilà, moi j'ai besoin de photos, ça va être essentiellement des photos. Est-ce que vous avez des tifos en haute définition à me fournir, que je puisse intégrer dans le livre? Alors, il y en a certains qui m'en ont envoyé, d'autres non. Il y en a pas, Strasbourg, il y en a pas mal, ils m'ont envoyé pas mal de photos, donc on en a mis quelques-unes. Et ensuite, on travaille avec la maison d'édition travaille avec des agences de photos, donc qui fournissent, voilà, qui leur font après des prix de gros en quelque sorte, puisque les photos c'est quand même très cher à l'achat, mais aussi après en termes quand on imprime, etc. Ça a un coût important. Et donc là, on a travaillé seulement avec deux agences. On a travaillé avec deux agences qui nous ont fourni, et j'ai pioché un petit peu dans ces deux agences. Donc il n'y avait pas non plus un choix considérable. Donc du coup, on a dû, j'ai un petit peu trié, mais il y en a certains, parce que j'ai eu des échos, ils m'ont dit oui, mais ce tifo est pas très joli, etc. Mais bon, finalement, l'idée aussi, c'était de montrer toutes sortes de tifos, même ce qui était réussi et ce qui était fait avec un petit peu moins de moyens. Donc voilà, la prochaine fois, le prochain, s'il y a une suite à ces tifos, l'idée, ça serait de travailler peut-être avec plus d'agences et peut-être avec plus, rentrer un peu plus dans le fond, c'est-à-dire savoir comment ils sont fabriqués, pourquoi, comment, voilà, avec un peu plus on va dire, de texte, peut-être moins de photos, un peu plus de texte et d'explications. C'est un petit peu le. Il y a certains groupes qui ont refusé, des groupes de supporters, de vous filer des photos? Il y en a qui m'ont pas répondu, parce qu'après moi j'ai interviewé aussi des supporters, parce que voilà, il y a quand même quelques citations dans le bouquin. Il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui m'ont dit qu'ils m'enverraient, qui m'ont pas fait, il y en a qui n'ont pas voulu. Enfin voilà, bon, voilà, c'était assez. Certains m'en ont envoyé, d'autres les ont pas retrouvés. Enfin d'autres, et puis des fois il y a des photos qui étaient pas assez de bonne qualité et qui n'ont pas pu être intégrées. Donc voilà, bon, c'était. Je pense que s'il y a une deuxième édition, par exemple, ça se passera peut-être mieux. Parce que moi, pour connaître un peu ce mouvement-là, parce que je faisais une émission là-dessus pendant quelques années, oui. Il y a un rapport avec les ultras, avec les journalistes, enfin nous on n'était pas journalistes, nous, parce qu'on faisait partie de ce monde-là, mais le monde médiatique fait un peu peur. Oui. Ça va un petit peu mieux, mais il y a une relation de confiance à entamer avec eux, et quand ils voient, par exemple, que professionnellement ça se passe bien, notamment dans les grands médias, avec les vrais médias, peut-être qu'il y a une relation qui peut se faire un peu plus facilement et qui vont être plus accessibles. Au début, c'est vrai qu'il y a une méfiance parce qu'ils ont eu certains
des mauvaises situations sur des reportages ou sur des interviews. Donc certains sont réticents. Et peut-être qu'en voyant le résultat du livre, ils seront moins réticents et participeront à une autre session. Ah ben oui, j'espère. Ben surtout qu'en plus, moi, je le fais, disons, en étant bienveillant. C'est-à-dire que moi, l'idée aussi, c'était de dire, voilà, ces supporters dont on parle pas beaucoup, ou quand on en parle, c'est pour... En mal, c'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui vont se battre, qui vont rentrer dans la pelouse, qui vont mettre des fumigènes, etc. Enfin bon, bref, c'est toujours, on dit jamais, c'est des super supporters. Enfin, j'ai jamais vu, ou rarement dire, ah, mais on dit, il y a un joli tifo. On dit, il y a un joli tifo, mais on dit pas, voilà, ce sont des personnes qui, depuis 3 mois, bossent sur un tifo. Les moyens, toutes les difficultés qu'il y a quand même pour mettre un tifo, parce que quand vous voyez à Marseille, ils font un tifo avec 65 000 spectateurs, ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est beaucoup de travail, et pour des gens, finalement, qui sont pas payés, et qui même payent financièrement, et même de leur personne, pour simplement faire part de leur passion et montrer leur attachement au club. Donc voilà, moi ce que je voulais montrer c'était ça en fait, c'était dire voilà, et puis en plus ce qui est intéressant c'est qu'ils font des belles choses quoi, c'est-à-dire qu'il y a des tifos qui sont juste incroyables et qui sont au-delà de la logistique, qui sont esthétiquement qui sont superbes quoi, c'est-à-dire qui sont juste, celui de Marseille, je parle de celui de Marseille, mais il y a celui de Strasbourg, à Bordeaux dernièrement, qui était... Il y a Saint-Etienne qui va pas bien au niveau des tribunes en ce moment, mais Saint-Etienne c'était ceux qui faisaient des tifos impressionnants ces dernières années, hein, qui étaient les meilleurs en France depuis quelques années. Voilà, les Green Angels qui font... voilà, donc moi l'idée c'était de montrer vraiment leur travail. J'espère que la prochaine fois, j'aurai peut-être plus... ils m'enverront plus de matériel pour faire un livre encore mieux. Mais là c'est vrai, on va dire que c'était un one-shot, c'était un premier jet et qui se passe plutôt bien. Donc en plus j'ai eu des retours de certains supporters qui sont contents, qui voient leur tifo. Bon, après peut-être qu'il faut étoffer la chose. J'espère, je suis en train de mettre en place quelque chose pour essayer de refaire un petit bouquin, mais voilà, un peu plus fort. Vous le sentez par exemple, comment dans ce milieu-là du journalisme professionnel, que c'est un milieu, surtout peut-être plus en France, c'est un milieu qui n'a pas une très bonne pub, même au niveau des journalistes ou des consultants, qui est pas... je dirais pas incompris, mais qui n'est pas très bien compris parfois par certains, et que moi j'ai la sensation, par exemple en France, que certains préféraient avoir des stades avec moins d'ultra et un public plus, on va dire entre guillemets, plus tranquille, et que c'est un milieu qui n'est pas très compris, le milieu ultra. Est-ce que vous le ressentez, vous qui baignez dans le milieu du journalisme depuis longtemps? Pas vraiment. Moi je pense que surtout, ils le connaissent pas. Ils connaissent pas en fait. Ils connaissent pas. Certains qui ont fréquenté les tribunes, voilà. Voilà, à part certains. Sinon après, c'est vrai qu'on finalement on n'en parlait pas trop. On disait bon voilà les supporters. On en parlait quand il y avait des incidents. Moi j'ai jamais ou alors. Même s'il faut pas. Moi le premier qui défend les tribunes. Pour bien défendre la cause, il faut aussi être honnête et dire voilà il y a pas que des bons côtés. Et il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Ce qu'on peut reprocher, c'est que souvent, c'est un peu comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas, on parle de ceux qui arrivent en retard. Ah oui. On parle souvent des incidents et pas des bons côtés des supporters. C'est peut-être le problème. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'évidemment, on en parle plus. C'est sûr que quand il y a des incidents, on ne peut pas les cacher. C'est normal qu'on en parle, mais ça serait bien d'en parler aussi quand il y a des... Et c'est ce que vous faites avec le livre, vous, par exemple, de montrer les bons côtés des supporters. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Ah non, mais moi c'est l'idée, mais c'est vrai qu'on en parle plus évidemment quand il y a des incidents, et c'est ça qui est quand même problématique, c'est-à-dire que tous les week-ends vous avez, c'est ce que vous dites, avec les trains, c'est marrant, c'est-à-dire que tous les week-ends vous avez des supporters qui font des tifos incroyables, qui mettent une ambiance incroyable dans les stades, qu'ils se soient petits ou grands stades, mais finalement on en parle un petit peu, parce que quand on dit voilà il y a une ambiance qui est formidable, etc., mais c'est vrai qu'on va plus insister quand il y a un incident, quand il y a un envahissement de terrain, etc. Ce qui est aussi normal, hein, c'est-à-dire quand vous envahissez un terrain, quand un envahissement de terrain, c'est quelque chose d'inadmissible. Mais c'est vrai qu'on va plus insister sur les côtés négatifs que positifs. C'est-à-dire que vous avez un stade vide, sans supporters, franchement, c'est nul. Vous regardez un match, vous allez voir un match à Monaco, même s'il y a des ultras à Monaco. Hein, il y a des ultras, mais je veux dire,
en termes d'ambiance, c'est vrai que voilà, eux, ils sont là, évidemment, et heureusement. Mais je veux dire, en termes d'ambiance, c'est vrai que c'est un petit peu triste. C'est-à-dire, vous allez même dans un stade, un petit stade à Nice à l'époque du Stade du Ré avec des supporters qui mettent le bazar, c'est pas pareil. Même si c'est un petit stade, même si à l'époque ils n'étaient pas très bons non plus, mais il y avait de l'ambiance. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que. Mais après, ça va aussi dans le sens de ce football un petit peu moderne. C'est-à-dire qu'on veut quelqu'un de policé, on veut faire des stades pour attirer des nouveaux clients, en quelque sorte, des familles, on va attirer des enfants, on va attirer. Donc, on veut un peu, nettoyer tout ça, qu'il n'y ait pas d'aspérité, qu'il n'y ait pas de fumigène, qu'il n'y ait pas d'envahissement de terrain, qu'il n'y ait pas de. Voilà, bon, c'est la vision un peu de ce football moderne qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que voilà, finalement, c'est un business, on y va comme on va aller au cinéma. C'est-à-dire, on va s'asseoir, on va regarder un spectacle. C'est ce qui me fait un peu peur, moi. Le côté vouloir aseptiser un peu. Parce qu'il y a des débats dans les médias sur la vidéo dans le foot, qu'on va aseptiser un peu le football. Moi, j'ai peur aussi que des fois, on en parle moins, mais que niveau tribune, moi, je suis d'accord, il faut faire attention parce que le moindre incident, c'est pas bon pour les supporters, pour la publicité des supporters, comme l'image est pas très bonne. Et moi, je suis d'accord avec vous. On a besoin des associations de supporters pour l'ambiance, parce que sinon, ça sort sans. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention qu'il y ait zéro incident, parce que la moindre chose, ça sera tout de suite pointé du doigt. Et puis, on va vouloir peut-être vider les stades et avoir des publics plus de spectateurs ou qui seront plus tranquilles. Malheureusement, ça sortira. Moi, le meilleur exemple que je prends, là, vous parlez de l'ambiance. Plus que Monaco, parce que Monaco, les ultras qui sont, souvent on rit des supporters de Monaco, mais il y en a quand même des ultras qui essayent de mettre une vie au stade. Le meilleur exemple, c'est au niveau des associations de supporters et des ultras, c'est le Parc des Princes quand ils ont décidé, parce que à un moment il fallait le faire, de dissoudre les associations de supporters pour refaire un stade plus tranquille et que les Qataris réinvestissent à Paris. On voit depuis qu'ils ont fait revenir le collectif Ultra Paris, qu'on aime ou pas, on voit la différence quand il y avait des groupes de supporters et qu'il n'y en a pas du tout. Après, il faut trouver un compromis pour qu'il y ait une communication entre supporters et dirigeants et puis que ça se passe le mieux possible, parce que c'est sûr que maintenant, le moindre incident, on va interdire les supporters ou on va décider d'avoir un public plus tranquille qui sera moins dérangeant. Et ça, il faut faire attention parce qu'en France, on se dirige de plus en plus vers tolérance zéro. Donc en clair, si ça se passe mal, salut, et puis on dégage les associations et on fait venir des publics, comme vous dites, plus familiaux. Après, on peut faire les deux, on peut avoir un public familial et des groupes de supporters, mais il faut trouver un compromis et surtout qu'il y ait une discussion. On a l'impression qu'entre supporters et dirigeants, il y a de moins en moins de bonnes, à part certains clubs, de bonnes relations avec les supporters, et à un moment il va falloir se mettre autour d'une table et discuter, même avec les instances. Je parle des gros, avec les dirigeants, pas spécialement des clubs, mais surtout les dirigeants du football français. Je sais pas, oui, c'est essentiel, mais de toute manière en France, le problème c'est que les supporters, les ultras, les clubs pourront pas s'en passer. C'est-à-dire que, parce que si vous dites à cette frange des supporters de plus venir au stade, vous aurez des stades qui vont se vider. C'est-à-dire que, parce que on va pas les remplir avec des familles ou une autre clientèle, comme c'est le cas notamment en Angleterre, où ils ont un petit peu justement nettoyé les stades en augmentant les prix des places, en augmentant, etc. Où là vous avez, disons, ça s'est gentrisé, c'est-à-dire voilà. Mais en France, si vous dites à cette partie des supporters de plus venir, ils seront peut-être pas remplacé en intégralité. Donc l'intérêt c'est quand même que chacun retrouve. En Angleterre, ils ont pu le faire parce que c'est un pays de foot et que ils rempliront les stades quoi qu'il arrive. Vous avez des stades où vous avez en gros vous avez 60 000 spectateurs dans le stade et vous en avez 100 000 derrière qui attendent pour avoir la place. En France, si vous dites si vous en enlevez 20 000, vous en avez peut-être 5 000 qui veulent rentrer dans le stade. Voilà. Donc ils sont obligés de trouver un compromis pour ça. Et en plus généralement, on parle des incidents, mais les incidents il y en a pas tant que ça. Ça arrive, là ça arrive avec Lyon, ça arrive avec un pétard, mais enfin vous avez ça. C'est pas
Je veux dire, c'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est pas un problème majeur. C'est-à-dire que voilà, après, il faut juste recadrer les choses. Moi, je suis pas. Il y a pas quand même, il y a pas des morts tous les week-ends en Ligue 1, quoi. Je veux dire, bon, voilà, un envahissement de stade, ça peut arriver. Bon, ben voilà, c'est arrivé Lyon-Saint-Etienne. Bon, c'est pas non plus, on en fait des tonnes. Voilà, c'était pas non plus, c'était pas très très grave non plus, quoi. Je veux dire, enfin bon, moi, à mon sens. Hein, là, on arrive à une extrême. Justement, vous parlez de Lyon-Saint-Etienne, où là, il y a un match de Gambardella, où justement, il n'y aura pas de supporters stéphanois. Donc, on en arrive à un peu à une extrême. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'à un moment, il faudrait trouver un dialogue avec les instances et pour qu'on garde, voilà, même si tout n'est pas parfait, qu'on garde une certaine ambiance dans les stades et puis des tifos, comme vous dites, comme vous faites pour votre livre. Et je pense que c'est clair que les supporters, ça doit leur faire plaisir, un livre comme ça qui rend hommage un peu au bon côté des supporters, des tifos, de l'ambiance ce qu'on n'entend pas partout. Et c'est bien de le faire, même si moi je leur dis, tout n'est pas parfait, mais c'est bien de montrer aussi les bons côtés et pas parler de toujours en négatif. Et ça, c'est bien. Ah ben non, mais parce que c'est une donnée qui est indispensable. Enfin, je sais pas, moi, un stade sans supporters, enfin, je sais pas, moi, j'ai fait beaucoup de stades. Je veux dire, vous n'avez pas de supporters, c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est essentiel, c'est une donnée essentielle du football, quoi. C'est-à-dire, vous avez des supporters. Moi, je veux aller dans un stade, je veux voir des tifos, je veux voir des chants, je veux voir des fumigènes, je veux voir, voilà. Ça fait partie du folklore du football, si vous voulez. On peut pas. Si vous enlevez ça, vous enlevez une partie de ce qui fait le football que j'aime en tous les cas. C'est-à-dire en Angleterre, bon, c'est quand même moins drôle. C'est-à-dire ça chante plus trop, vous n'avez pas de fumigène. Voilà, moi j'aime aussi ce côté un petit peu sauvage dans un stade. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu le sel aussi. Donc bon, après voilà, c'est toujours pareil. En fait, au final, c'est juste un problème de fric, quoi. C'est-à-dire vous voulez que tout se passe bien pour pas perdre de clients et pour que voilà, qu'il n'y ait pas des supporters qui fassent un petit peu ce qu'ils veulent dans le stade, quoi. Voilà, qui veulent pas qu'il y ait des banderoles, qui veulent pas qu'il y ait des messages, et c'est ça, moi, que je reproche le plus, c'est qu'on veuille pas de violence. Je suis entièrement d'accord qu'on dénonce. Mais par contre, même on voit des fois des banderoles qui sont même pas insultantes. On veut même pas laisser passer des messages contestataires, et ça, là-dessus, c'est ça qu'il faut savoir garder aussi, la liberté d'expression, parce qu'on aime bien dire en France qu'on est le pays de la liberté d'expression, mais ça marche aussi pour les tribunes. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Et on le voit de moins en moins, ça d'ailleurs, malheureusement. Bah oui, parce que c'est vachement plus maintenant, c'est vachement plus sécurisé. Enfin bon, je sais pas, c'est une évolution qui est un petit peu spéciale évidemment. Il faut pas que ça déborde, mais après il faut que ça reste aussi. Voilà, un stade de foot, c'est aussi un endroit où c'est un peu un microcosme de notre société. C'est-à-dire que vous avez dans un stade même. C'est le reflet de la société, un stade. Voilà, même les joueurs, c'est-à-dire vous avez les joueurs sur le terrain, vous avez le petit technique, vous avez celui qui est volontaire, celui qui bosse pas, celui qui veut briller, l'égoïste, le laborieux, le généreux, voilà. Et puis dans les tribunes c'est pareil, vous avez le côté populaire sur un côté, vous avez le président, les classes plus hautes qui sont sur le côté, voilà, il y a tout ça, tout ce mélange qui fait que le football, pourquoi c'est un sport qui est pratiqué par 300 millions de personnes, mais c'est-à-dire que voilà, c'est le football, c'est un petit peu la vie, et dans la vie, il y a des supporters, il y a des gens passionnés qui se font entendre et qui sont pas éteints sur leur siège. Voilà, il y en a qui vont aller au stade pour s'asseoir pour regarder un spectacle, d'autres qui vont y aller pour encourager leur équipe et pour faire le spectacle. Donc je pense qu'il faut respecter ces deux franges, enfin ces différentes franges, et voilà, il faut que tout le monde accepte ça, et on va y arriver, je pense, on va y arriver. Dites-moi, Gauthier, est-ce qu'il y a une ambiance qui vous a marqué plus qu'une autre à part Marseille? On peut parler de Lens, de Nantes. Et la deuxième question que j'ai à vous poser, est-ce qu'il est possible que vous preniez des tifos à l'étranger, notamment en Turquie, où l'ambiance elle est comme vous l'aimez, avec beaucoup de bruit, beaucoup de chants, quand je vois les derbys de Galatasaray? Oui.
Bah oui, oui, il dit, là, dans le premier bouquin, il y en a quelques-uns de l'Olympiakos. Donc là aussi, en Grèce, c'est des ambiances qui sont assez extraordinaires. Et après, pour revenir à votre première question, moi, les ambiances qui m'ont marqué, enfin, moi, j'ai habité en Italie pendant 1 an. Donc, à l'époque, il y a une ambiance qui m'a marqué particulièrement, c'était la finale entre Marseille et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ça, pour moi, c'est un souvenir incroyable, même si Marseille a perdu. Là, il y avait une ambiance qui était formidable. Là, alors là, pour ceux qui aimaient les fumigènes, les tifos, les papelitos, c'était juste incroyable. Après, Ouais, en plus, là, vous parlez d'une période, en plus, c'était carrément une autre période au niveau des tribunes. C'était une bonne période, c'était les années 90 où exactement. Même on parle du Vélodrome maintenant, mais l'ambiance du Stade-Vélodrome dans les années 90, c'était largement au-dessus de maintenant. C'était, oui, non, mais là, c'était à Paris, c'était la finale de la Ligue des Champions. Ouais, en 91, c'était celle-là. Voilà. Exactement. Donc là, d'un côté, vous avez les Marseillais, de l'autre, vous avez les Serbes. Et donc, ils ont fait leur spectacle 10 minutes avant le coup d'envoi, 5 minutes les Serbes, après les Marseillais. Là, c'était une ambiance qui était formidable. Enfin, bon, il y avait 90 personnes. Enfin, c'était incroyable. Et après, bon, pendant l'année, moi, je suis souvent allé au stade de Bari, qui à l'époque évoluait en Serie A. Donc, il y a eu beaucoup de matchs, et notamment une ambiance qui était incroyable. Enfin, je m'en souviens encore, il y a eu Bari-Milan, le Milan de Sacchi. Et c'était le match où Bari devait gagner pour se maintenir en Serie A, et qui avait gagné d'ailleurs justement avec, je me souviens à l'époque, Goulit, etc. Donc le stade était plein, il y avait 80 000 spectateurs. Vous savez, c'était le stade qui avait été construit par Enzo Piano pour la Coupe du Monde en 90. Donc il y avait une ambiance qui est formidable. On entendait les tribunes qui bougeaient. Pourtant, c'est un stade qui est énorme. Nous, on était plutôt au centre. On entendait le stade vibrer parce que vous avez 20 000 spectateurs qui étaient en train de sauter pour encourager leur équipe. Donc c'était des moments incroyables. Et sinon, un autre stade qui m'a marqué, c'est à l'époque où c'était avec Canal Plus Afrique, où là j'étais journaliste de terrain, donc j'étais sur la pelouse, et c'était un match de Ligue des Champions entre le Celtic Glasgow et la Juventus, et j'étais juste derrière Buffon, et juste à côté des supporters du Celtic. Alors là, c'était une ambiance qui est vraiment formidable, puisque avant le match, il y a toute cette ambiance. Évidemment, il y a le You'll Never Walk Alone qui est entonné quelques minutes avant, et c'est vrai que là, vous avez quand même des frissons. Hein, et c'était quand vous avez tout ce stade qui chante, qui se met à chanter juste avant que les joueurs ne rentrent, avec cette passion. Et puis c'est des gens, en plus, eux vraiment, c'est vraiment des supporters qui sont bons enfants, quoi. C'est-à-dire qui vont chanter, même s'ils prennent 3-0, ils continuent à chanter, ils continuent à chambrer. Et là, vraiment, le Celtic Park. Enfin, souvent, j'avais lu que c'était une ambiance, une des meilleures ambiances au monde. Et là, le fait de le vivre vraiment comme ça, c'est vrai, et ça s'est confirmé. C'était un super, pour moi, c'était un super souvenir. Voilà. Et donc, en gros, le livre, vous avez fait le livre, c'est pas un hasard non plus, parce que là, dans ce que vous dites, vous avez quand même fréquenté des stades avec des grosses ambiances, même peut-être des tribunes, et on voit que c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement quand même, parce que vous savez sortir quelques matchs, des ambiances par-ci par-là, en plus à l'étranger, ce qui est intéressant, puis pas n'importe quoi, Celtic Juve, ou comme vous disiez, la finale vous étiez en Italie, ou la finale OM Étoile Rouge de Belgrade. Donc c'est pas un hasard non plus que le livre vous ait intéressé de le faire, je pense. Ah mais non. Voilà. Évidemment, mais vous savez, moi je suis un amoureux du football, et ce qui me plaît dans le football, c'est de montrer aussi les belles choses, parce qu'on a tendance, et vous le disiez, on a tendance un petit peu à chaque fois montrer les côtés négatifs du foot, en parlant des transferts, de l'argent, des agents. Alors évidemment, il faut en parler, c'est des problématiques qui sont importantes, mais moi ce qui a fait que je suis devenu journaliste sportif, c'est parce que j'aimais le jeu. Moi, ça m'intéresse pas de savoir la sextape de Benzema, ça m'intéresse pas. De Valbuena ou les affaires, ces trucs, ça me dépasse. Enfin, je suis obligé de regarder parce que les infos font que donc vous regardez un petit peu, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, vous me dites on fait un débat là-dessus, je vous ai dit mais non, je fais autre chose, je joue au tennis. Je veux dire, pour moi, ce que je veux montrer, c'est la beauté de ce sport, c'est la beauté de l'histoire des équipes, ces supporters qui se donnent corps et âme à fabriquer des tifos, mais sans rien demander à personne. Ils demandent rien à personne. C'est juste par passion, c'est juste par amour pour le club, etc. C'est ça qui est bien. Moi, c'est ce que je veux montrer. Et j'espère faire des bouquins pour justement montrer, cette passion qu'il y a, et pas
et pas uniquement les problèmes, même si voilà, il y a des problèmes. Moi, c'est marrant, on parlait de Conakry tout à l'heure, mais c'est vrai, vous parlez de Conakry en France, les gens vont dire mais c'est quoi ce club, c'est quoi, moi je connais pas, nanana, la Guinée, nanana, enfin bon, l'Afrique c'est pas ils ont pas de club de foot, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là vous parlez, les gens ils pensent qu'il y a que du foot à Manchester, au Real Madrid, à Barcelone, non, un club comme Conakry, ça a une histoire qui est incroyable, une histoire que aucun club français n'a finalement. Quand vous parlez du TP Mazembe, c'est une histoire qui est aussi incroyable. Quand vous parlez de la Sante Kotoko, ben, c'est aussi des histoires qui sont incroyables puisqu'il y a cette problématique de la colonisation, ces clubs qui sont forgés avec. Voilà, bon, vous parlez aussi des clubs en Amérique du Sud. Moi je suis dithyrambique, j'adore Boca Junior, toutes ces histoires qu'il y a. C'est un monde à part là-bas. Niveau passion, c'est un monde à part. L'Argentine. Voilà, donc il y a tout. L'Amérique du Sud, pas que l'Argentine d'ailleurs. Oui, voilà, vous avez Colo-Colo, vous avez, vous en avez, bon, au Brésil, vous avez plein de clubs qui ont des histoires qui sont incroyables et puis qui sont aussi au niveau sportif, qui ont des palmarès incroyables. Voilà, vous prenez un club comme Boca Juniors, c'est le club le plus titré au monde, avec les meilleurs. Vous prenez, mais voilà, il faut aussi, les gens ils connaissent pas tout le temps. Hein. Les jeunes générations, ils s'imaginent qu'il y a que Manchester City. Manchester City, c'est le club, c'est le 10e club le plus titré d'Angleterre. Donc avant, il y en a beaucoup d'autres qui sont meilleurs en fait. Mais bon, comme là maintenant, depuis 5-6 ans, vous avez beaucoup d'argent, on s'imagine que c'est un club qui a finalement qui a beaucoup moins d'histoire que d'autres clubs en Angleterre et en Europe et dans le monde. Enfin, voilà. Juste pour conclure, j'ai une dernière question. Que pensez-vous de l'ambiance au Parc des Princes? C'est vous qui étiez spécialiste, on va dire ça, des supporters. Vous la voyez comment ça fait longtemps que je suis pas allé au Parc des Princes parce que souvent les jours de match, malheureusement, heureusement, mais je travaille. Donc, la dernière fois, moi, le dernier match que j'ai fait, alors, ça fait longtemps. Hein, le dernier match que j'ai vu, c'est Paris-Ajaccio. Donc, ils avaient gagné 2-0. L'ambiance. Il n'y avait plus d'ultra et pas le rtour du collectif Ultra Paris. L'ambiance, j'ai trouvé que c'était un peu. C'est dur de comparer, c'est sûr. Ouais, c'est une ambiance qui est, comme on disait, c'est plus aseptisé, c'est plus calme, c'est plus, il y a pas eu de tifo, il y a pas eu il me semble, il y a pas eu de fumigène. Bon, voilà, il y a eu quelques chants, les virages se sont répandus, etc. Bon, là, je le fais en rappel, mais voilà, l'ambiance du Parc des Princes, c'est une ambiance qui est en train de se polisser. Par rapport. Qui revient un petit peu là, avec, comme je disais tout à l'heure, avec le collectif Ultra Paris, qu'on soit d'accord ou pas. Depuis qu'ils sont revenus, au moins la tribune Auteuil revit quand même en déplacement. On voit des gens chanter, ce qu'on voyait plus pendant quelques années depuis la dissolution des associations. C'est vrai. Voilà, exactement. Donc voilà, mais c'est pour ça que je vous dis que je suis plutôt optimiste. Enfin, j'espère parce qu'on a compris que on pouvait pas avoir des stades sans supporters, c'est plus la même ambiance. Et même si à Paris on peut, parce qu'avec les moyens qui ont été mis, la belle équipe et puis le bassin de population, le stade était quand même bien rempli quand même. Voilà, exactement. Donc à Paris c'est encore particulier, mais voilà, moi je pense que en France on peut pas se passer des supporters et quoi qu'il arrive, voilà, c'est normal qu'il y ait eu des sanctions sur les derniers événements quand même. C'est normal parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Après c'est et aux instances et aux supporters de se dire à un moment donné il y a une ligne blanche qu'il faut pas franchir parce que sinon finalement les deux parties vont être perdantes, c'est-à-dire que si vous avez plus de supporters dans les stades, plus d'ambiance, c'est le club qui va y perdre et puis c'est les supporters qui pourront plus faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est à un moment donné, c'est aussi se dire moi je suis contre par exemple l'idée de se dire on va plus mettre de fumigène, enfin c'est ridicule, je sais pas, moi ça fait 15 ans que je fais du football, j'ai jamais entendu un mec qui est mort ou qui s'est coupé la main à cause d'un fumigène. Je veux dire, à part. Il y a eu quelques incidents, c'est arrivé, mais si c'est bien utilisé et intelligemment, normalement, il ne doit pas y avoir de soucis. Voilà, c'est toujours le même débat. Par rapport au fumigène craqué, je pense qu'il doit y avoir pas grand-chose sur les 15 dernières années. Donc je veux dire si vous dites aux supporters on va plus de fumigène, évidemment il doit y avoir on va pas réussir à s'entendre. Je veux dire, après il faut juste trouver le bon équilibre et
Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que voilà, les supporters, il faut pas qu'ils envahissent le terrain, il faut pas qu'ils se battent, il faut pas qu'ils voilà. Et les instances doivent se dire, ben voilà, dans la mesure où c'est un petit peu cadré, vous avez le droit de mettre des tifos, de craquer trois fumigènes. D'ailleurs, tout le monde est plus ou moins d'accord, mais bon, on n'ose pas le dire. C'est-à-dire, vous avez vu la dernière fois le président bordelais avec un fumigène au bord de la pelouse, ou des supporters ou des joueurs qui venaient craquer des fumigènes avec. Bon voilà, je veux dire, ça fait partie là aussi pareil du folklore du football, et voilà. Bon, moi ça me paraît tellement idiot que je sais pas quoi dire, quoi. Moi je pense que le bon exemple c'est en Allemagne, voilà. On prend souvent l'exemple de la première ligue en France, mais je pense que l'Allemagne c'est un endroit où il y a de la ferveur tout en étant cadré. Je pense qu'il y a un bon dialogue et c'est ce qu'il faudrait. Et si ça communique bien des deux côtés, dire bah on fait ci, on fait ça, voilà ce qu'on veut pas voir. Trouver un arrangement, que ça se passe pour le mieux possible. Et moi, je pense que c'est possible à faire. Enfin, j'espère. Mais bon, on dit ça depuis des années. On a l'impression que ça s'aggrave de plus en plus. La communication dans la vie, de toute façon, c'est l'essentiel. Donc, il faut que ça soit le même cas avec les supporters. Et donc, en espérant que ça va se faire par la suite. Oui, bah moi, je pense que oui. Après, il faut suivre ça de près. Mais voilà, si chacun se met à discuter, je pense que. Comme je disais, c'est obligatoire puisque tout le monde sera gagnant, et s'il ne trouve pas de compromis, tout le monde sera perdant. Donc voilà, il faut juste c'est juste un équilibre à trouver, et que les gens parviennent à parler entre eux en disant chacun quel est leur entre guillemets leur cahier des charges. En tout cas, Gauthier Demarien, merci beaucoup de nous avoir donné cette interview. C'est très passionnant en tout cas de vous entendre, ça fait plaisir. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.